Wow. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, malgré le dilatoire et les tentatives de discrédit de la justice, le procès Sonko Adji Sarr s'est tenu dans de bonnes conditions. Pour le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, tous les droits de l'accusé ont été respectés. 11 nourrissons emportés par le feu à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane. Un an après le drame, les parents des victimes demandent la réhabilitation de la maternité et le relèvement du plateau technique. Leurs douloureux souvenirs à suivre dans cette édition. À la une également, le forum sur les industries culturelles et créatives. Youssou N'Dour appelle l'Afrique à se mobiliser contre le chômage des jeunes. La question doit mobiliser tous les dirigeants selon lui. La cérémonie officielle s'est tenue ce matin devant un parterre d'invités prestigieux. Et puis en sport, basket, lui veut clairement un troisième mandat. Maître Babacar Ndiaye souhaite rempiler à la tête de la fédération de basket, gagner un afro-basket, professionnaliser le championnat, entre autres objectifs que se fixe le candidat. L'assemblée élective aura lieu samedi. Mais d'abord, Youssou N'Dour rappelle l'Afrique à se mobiliser contre le chômage des jeunes. L'homme d'affaires a apporté ce plaidoyer ce matin à l'occasion de l'ouverture officielle du Forum sur les industries culturelles et créatives, cérémonie officielle devant un parterre d'invités et de participants prestigieux. Compte rendu Aminata Mbarisso. Les industries culturelles et créatives pourvoyeurs d'emplois. Dans un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement publié en 2020, ces industries représentaient 3,1% du PIB mondial. Les secteurs de la culture et de la création absorbent environ 6% de l'ensemble des emplois. 30 millions, 50 millions, c'est le chiffre que j'ai, qui correspond à la tendance que vous indiquez. 50 millions d'emplois dans le monde et il compte plus de jeunes personnes entre 15 et 30 ans que les autres secteurs. Conscient des enjeux, Youssou N'Dour plaide à nouveau pour un meilleur accompagnement des industries culturelles et créatives. Malgré leurs immenses potentiels, nos industries culturelles et créatives demeurent fragmentées et mal soutenues. Il est temps de changer cela. Il est temps de construire des ponts, de forger des partenariats solides et de créer des conditions propices à l'émergence et la prospérité de nos industries culturelles et créatives. Un appel qui fait écho. L'Organisation internationale de la francophonie, par exemple, s'est déjà engagée des programmes pour des contenus cinématographiques et audiovisuels de qualité en Afrique francophone. Depuis 2019, l'OIF a doublé son budget dédié à la production audiovisuelle et cinématographique dans les pays francophones du Sud, passant de 1,4 à 2,8 millions d'euros par an. Cet investissement est principalement injecté en Afrique francophone, où l'OIF est devenu un pilier financier majeur pour la production audiovisuelle. Au Sénégal, 1 milliard de francs CFA est annoncé, une enveloppe destinée au Fonds de développement des cultures urbaines et industries créatives. Conscient donc de l'impact des industries culturelles et créatives, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a pris la décision de faire évoluer le Fonds de développement des cultures urbaines en Fonds de développement des cultures urbaines et industries créatives, avec un budget de 1 milliard. Cette cérémonie officielle, un des temps forts du forum, des partenaires extérieurs mais aussi des représentants du gouvernement sénégalais, tous ont répondu à l'invitation de la Fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles et créatives. Ouais, Aminata, vous le savez, près de 300 investisseurs belges actuellement à Dakar, en l'honneur de la princesse Astrid. Une soirée riche en couleurs a été organisée hier. Une rencontre économique et culturelle sous le sceau de la coopération belgo-sénégalaise. Vous le savez, la Belgique est le 6e investisseur européen au Sénégal. Enfin, et tout cela avec Sarah Cissé. Sous l'impulsion de
Sous l'impulsion de l'ambassade de la Belgique au Sénégal, dans le sillage du Forum africain des industries culturelles et créatives qui s'est ouvert ce 24 mai à Dakar. Cette soirée, abritée par le cinéma, rehaussée par la présence de son Altesse royale, la princesse Astrid de Belgique, l'événement qui s'est tenu en présence d'éminentes personnalités a également réuni artistes et entrepreneurs qui ont bénéficié des retombées d'un partenariat fécond entre la Belgique et le Sénégal, un partenariat qui va certainement connaître un tournant décisif avec l'avènement du Fort Afrique. Ça a déjà bien commencé et nous avons l'honneur aujourd'hui de parler devant son Altesse, la princesse de Belgique, qui est venue avec une délégation de 350 entrepreneurs. Et nous avons beaucoup parlé aujourd'hui d'industrie culturelle et créative. Moi, je suis très content. Déjà cet après-midi, nous avons eu un moment très bien avec la présentation des stands et tout. Je suis très heureux et j'attends des résultats pour qu'on avance. Forte d'une délégation de 300 professionnels, la mission économique princière, consciente du potentiel sénégalais, est prête à donner, mais aussi et surtout à recevoir, pourvu que la collaboration soit win-win et dans le strict respect des différences entre les deux peuples. Je pense qu'il y a une culture africaine énorme, des valeurs énormes et on doit vraiment changer notre logiciel, le mettre à jour. Il y a une nouvelle réalité et on a vu aujourd'hui aussi la dynamique, l'enthousiasme des jeunes sénégalais. Et ça, c'est quelque chose que les gens en Europe doivent découvrir. Je considère que ce forum-là est une belle opportunité pour faire éclore des talents, pour leur faire bénéficier de toutes les opportunités, donc de bénéficier de stages et d'actions de mobilité de talents entre la Belgique et le Sénégal. Malgré sa faculté de pourvoyeuse d'emploi, l'économie culturelle africaine n'a pas encore atteint le niveau de développement nécessaire à son épanouissement. Inutile de préciser que les attentes de ce forum sont très grandes du côté des acteurs culturels. Depuis 2016 et en 2018, je suis retournée à Bruxelles. J'ai ouvert une boutique. C'était un vrai challenge. Et le volet mode est très important qu'on parle beaucoup plus de mode parce qu'on voit que Youssou N'Dour est un ambassadeur du Sénégal à l'extérieur et on le voit beaucoup en habits traditionnels. Et ce volet mode-là, c'est de pouvoir vraiment aider les artisans, les designers qui sont ici à former une vraie industrie et un vrai accompagnement. Et j'espère qu'à l'issue de ce forum, il y aura donc de nouvelles perspectives pour nous. Voilà. Cette magnifique robe avec du wax de Nigeria, du pagne tissé du Sénégal et du jersey de la Belgique. Il y a ce lien-là qui est très fort et qui m'a donné des ailes, mais une force énorme pour pouvoir parcourir le monde et jusque-là promouvoir la mode sénégalaise un peu de partout. Merci beaucoup Sarah. Dans le reste de l'actualité, le procès Ousmane Sonko Adji Sarr s'est tenu dans de bonnes conditions. C'est l'intime conviction du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Malgré le dilatoire et les tentatives de discréditer la justice, le procès s'est déroulé normalement pour Ismaïla Madior Fall. Toute la procédure a été respectée. Le procès s'est tenu dans de bonnes conditions et malgré les insultes, malgré les menaces, malgré les tentatives de discrédit de la justice, le procès s'est tenu dans de bonnes conditions. Et quand on dit dans de bonnes conditions, ça veut dire que le procès s'est tenu dans le respect des principes, des normes, des standards qui régissent un procès équitable. Ça veut dire que toute la procédure a été respectée. Vous savez, dans cette affaire, le juge d'instruction, je pense qu'il a clôturé son instruction et a renvoyé depuis janvier. Depuis janvier. Le procès ne s'est tenu qu'au mois de mai. Pourquoi? Parce qu'il était question de respecter l'ensemble des droits qui étaient prévus pour l'accusé. Parce que quand le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal de grande instance, l'ordonnance a fait l'objet d'une contestation par l'accusé. Et lorsque l'ordonnance a fait l'objet d'une contestation devant la cour d'appel, la justice s'est arrêtée. Alors même que la justice aurait pu continuer. Parce que l'ordonnance ne forçait pas le tribunal de grande instance à ne pas statuer. Mais le tribunal a préféré attendre que la cour d'appel se prononce. Lorsque la cour d'appel s'est prononcée, le procès aurait pu être tenu. Mais là aussi, le tribunal a préféré attendre que la Cour suprême se prononce, parce qu'il y avait un pourvoi en cassation. C'était du dilatoire. Mais la justice sénégalaise a préféré se rendre, faire le travail dans la sérénité
et surtout dans le respect des droits de l'accusé. Et toujours à ce propos, la mise au point du docteur Alfousseni Gaye nourrit davantage la controverse. Ses déclarations devant la barre auraient évolué. Lui-même affirme avoir tenu certains propos qui lui sont attribués là où une certaine presse évoque la duplicité du médecin. Explication Alassane Ba. Un docteur, 2 versions en moins de 24 heures. Et c'est dans un communiqué que le gynécologue Alfousseni Gaye s'est contredit lui-même. À la barre, il avait soutenu qu'après les sécrétions vaginales, il y avait la présence de sperme. Propos relayés par tous les reporters qui étaient présents au tribunal lors du procès opposant Ousmane Sonko à l'ex-masseuse Adji Sarr. Dans sa dernière sortie où il était question pour le gynécologue d'une mise au point, Alfousseni Gaye soutient le contraire. Il estime, je cite, que suite aux propos relayés dans la presse, on m'attribue les propos d'audience selon lesquels j'aurais confirmé la présence des spermatozoïdes dans les prélèvements de Adji Sarr lors de son premier examen gynécologique réalisé le 2 février. Je tiens à apporter les précisions ci-après. D'abord, un spermatozoïde n'est pas visible à l'œil nu, donc un examen physique ne peut en aucune façon en établir la présence et encore moins en conclure à leur état de mort ou vivant. Il ajoute, lors de cet examen préliminaire du 2 février, je n'ai décelé ni liquide séminal ni sperme. Ce qui est constant, c'est que toute la presse ne peut pas se tromper sur le traitement d'une information. L'Observateur, seul média ciblé dans cette affaire et qui pourtant n'a pas été le seul quotidien à rapporter fidèlement les propos du gynécologue devant le juge, refuse de payer pour un crime s'il y en a un qu'il n'a pas commis et par devoir moral, l'Obs a décidé de remettre les choses à l'endroit. La rédaction du quotidien du groupe Futur Média dira, je cite, « Dire que l'Observateur a travesti les propos tenus par le docteur Alfousseni Gaye à la barre lors du procès Sonko Adji Sarr est un gros mensonge. » Merci Alassane. Une semaine défalquée du quantum horaire à Sédhiou. C'est une mesure prise, vous le savez, par l'inspection d'académie. Décision pour parer à des troubles liés au procès Sweet Beauté. Sédhiou qui a déjà connu cette année plusieurs perturbations, situation qui inquiète, qui agace surtout les candidats au bac. Néanmoins, ils s'organisent pour réviser. Voilà, tout cela avec Bakary Conté et Kali Diamé. Une semaine sans cours dans le Pakao, comment les candidats au baccalauréat se sont comportés pendant ces vacances? Certains d'entre eux revisent dans les écoles, c'est le cas de Mohamed Sané. On a eu beaucoup de perturbations cette année, parce que avec les anticipations des fêtes de Pâques et les une semaine de fêtes là, a un peu perturbé le programme, parce qu'on est en retard sur beaucoup de matières, oui, sur le programme. Et il y a beaucoup de leçons qu'on n'a pas encore vues. Et bientôt, ce sera l'épreuve du baccalauréat. Il demande à l'office du bac de prendre en charge cette situation lors du choix des épreuves. Le bac approche. On n'aura pas le temps de voir toutes les leçons et encore de venir réviser, pour réviser les épreuves qui seront présentées au baccalauréat. Et que ça peut empêcher certains élèves d'avoir les notes qu'ils méritaient. Parce que si on donne les épreuves qu'on n'a pas traitées en classe, les leçons qu'on n'a pas vues en classe, ça peut gêner les élèves. Nous lançons un appel à l'office du bac et au gouvernement du Sénégal pour qu'ils prennent compte ces perturbations. Fatou Bintou Kamara, quant à elle, demande le report de l'examen. Faites une semaine, beaucoup de temps. Ces vacances sont inutiles. Nous avons perdu beaucoup de temps. Il nous reste à faire beaucoup de leçons. L'État doit revoir cette situation. S'il le faut, pourquoi pas repousser même la date de l'examen du bac? À Sédhiou, le quantum horaire est impacté négativement. Les élèves déplorent cette situation. Ils ne savent plus à quel sens se vouer et demandent aux autorités compétentes de prendre en considération cette donne. Merci Bakary. Il s'appelle Moussa Mané. Comme lui, 32 autres étudiants ont reçu leur diplôme de journaliste. Moussa Mané, journaliste à la TFM, fait partie de la 50e promotion du CESTI Mamles Camara. Compte rendu de la cérémonie, Abdoulaye Diop, Alioune Diagne. De l'ambiance et de l'effervescence à l'UCAD 2, les nouveaux diplômés de la 50e promotion reçoivent leur parchemin après 3 années de formation. En tout cas marqué aussi par ce virus qui a
qui avait un peu perturbé notre formation, mais malgré ça, quand même, nous avons réussi vraiment à décrocher le diplôme et je pense que vraiment nous sommes tous contents, nous sommes très heureux, vraiment devant nos parents, nos amis et tous. 8 journalistes radio, 12 de la télé et 13 de la presse écrite, le CESTI enregistre ainsi sa 50e promotion. Créé en 1965, l'établissement était dans l'étape de la certification jusqu'en 1970. Depuis cette date, l'école a formé 1332 journalistes, dont 610 non sénégalais. Nous sommes passés de 2 formations en 2020 à 6 formations en 2023. Conséquence logique, les effectifs du CESTI sont passés de 159 étudiants à 330 en 2020 à 159 étudiants à 330 étudiants en 2023. Des projets de master spécialisés en journalisme financier, économique, culturel, sportif, politique et scientifique seront étudiés par les instances compétentes et mis en œuvre dès la rentrée 2023-2024. Ces 33 nouveaux journalistes entrent dans un milieu où de nombreux défis les attendent. Le journaliste doit vaillamment défendre sa liberté d'expression, son droit à l'information. Et aujourd'hui, les mécanismes qui sont mis en place au niveau du pays ne permettent pas souvent, ne garantissent pas souvent cette expression libre, ce travail correct du journaliste. Ces étudiants sont désormais sur le marché du travail, comme Moussa Mané qui a commencé à travailler à la TFM. Que l'insertion pose problème, on le sait tous dans aujourd'hui le milieu de la presse. Mais en tout cas, nous gardons espoir et on sait que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile après la formation de s'insérer quelque part, mais puisqu'on a déjà un pied à l'intérieur, je pense que cela pourrait faciliter en tout cas l'intégration. Le parent de cette année est l'ancien journaliste et ancien formateur du CESTI Jean Maïssa Diop, décédé en 2021, comme qui dirait « Cestien un jour, Cestien pour toujours ». Merci beaucoup Abdoulaye et toutes nos félicitations à notre collègue Moussa Mané et félicitations à tous les récipiendaires. L'actualité, c'est aussi ce sinistre anniversaire, la mort, souvenez-vous, de 11 nourrissons au service néonatologie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane. Un an après, les parents des victimes se rappellent ce douloureux souvenir. Une cérémonie de prière a été organisée à l'hôpital. Les parents réclament la réhabilitation de la maternité, mais aussi le relèvement du plateau technique de l'hôpital. Reportage Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Un an après la tragédie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, avec 11 bébés calcinés, les parents des victimes s'engouffrent dans le train de l'histoire. C'est douloureux de rappeler de ça. 11 bébés calcinés en une seule nuit, c'est très dur. Mais Dieu merci, depuis que l'incendie a eu lieu à l'hôpital jusqu'à présent, la direction, le personnel et les populations de Tivaouane ne cessent jamais de penser à ça. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'incendie. C'est pourquoi on se réunit aujourd'hui pour commémorer ça. Il y a des daara qui sont là en train de réciter le Coran. Oui, c'est très dur. Rien qu'à y penser. On a eu très mal. Moi qui vous parle, j'ai perdu mon bébé lors de cet incendie. C'est quelque chose de très difficile pour nous car nous avons souffert. Mais ça passe. Actuellement, on peut dire Alhamdulillah. D'ailleurs, ils ont posé un acte à travers un collectif mis en place par les parents des bébés victimes pour la prise en charge de leurs préoccupations. C'est le destin, nous n'y pouvons rien. Nous avons mis en place un collectif des parents des victimes. Nous sommes maintenant une famille et nous envisageons d'aider cet hôpital car il fait face à d'énormes difficultés. On peut citer entre autres le problème au niveau de l'accueil, mais également la vétusté du matériel. Il faut tout faire pour avoir un plateau technique neuf. Tout ce que demandent ces parents des 11 bébés calcinés, présentement, c'est la réfection de la maternité et de doter le service néonatologie de la maternité de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane de matériel adéquat.
Manque d'eau, non-paiement des primes de risque, IPM défaillant, les travailleurs de l'hôpital Albert Royer-Rue dans les brancards. Face à ces difficultés, ils dénoncent l'inaction de la tutelle. Un rassemblement de protestation a été organisé ce matin dans l'enceinte de l'hôpital pour enfants. Le secrétaire général du syndicat avec notre reporter Fatou Bintou Conté. Nous avions contracté avec un IPM qui prend en charge le personnel contractuel de l'hôpital. Mais depuis 1 an, l'IPM est défaillant. Et nous avons demandé, à travers 2 assemblées générales, avec pétition, à l'appui, à l'administration, de rompre le contrat avec cet IPM pour signer un autre contrat avec un autre IPM qui aujourd'hui est prêt à satisfaire les demandes des travailleurs. D'abord. Ensuite, on s'est rendu compte que l'indemnité de logement qui a été accordée aux travailleurs a fait preuve d'injustice à un certain niveau. Parce qu'il y a un personnel méritant qui a été écarté complètement du bénéfice de cette indemnité-là. Mieux, certains contractuels des hôpitaux ont bénéficié en termes d'acquis d'une prime de risque qui n'a pas été payée globalement. Vous avez vous-même remarqué que l'hôpital manque d'eau depuis presque 2 mois. L'eau en tant que liquide précieux ne peut pas manquer quand même dans une structure sanitaire comme Albert Royer, un hôpital d'enfants. Depuis 2 mois, ça gêne les soins et en même temps aussi le séjour des usagers. Donc nous, en tant qu'organisation syndicale, nous avons la responsabilité de recueillir ces revendications et de les porter au niveau de l'autorité, qui ne réagit pas jusqu'à présent, malheureusement. Santé toujours, lutte contre la malnutrition. 300 enfants mal nourris sévères à Matam. La cellule régionale, en collaboration avec des organisations de défense des droits de l'enfant, distribue des kits alimentaires et hygiéniques. L'opération s'est déroulée dans la commune de Bokidiawé, à Libandeliang. Même si aucun chiffre récent n'est disponible pour donner une idée sur la prévalence de la malnutrition, il reste que le fléau demeure une grande préoccupation dans la région de Matam. La campagne de dépistage réalisée dernièrement dans la commune de Bokidiawé a retenu 270 enfants malnutris. Durant tout ce temps, nous faisons des dépistages tous les 3 mois. Et cette fois-ci, on a dépisté au niveau de la commune de Bokidiawé 270 enfants malnutris, plus les enfants malnutris sévères, malnutris modérés et malnutris sévères. Donc on les prenait en charge avec de la farine enrichie ou bien du plumpy sop. Bon, c'était plus préoccupant auparavant, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge, il faut le dire. Il y a des efforts qui ont été faits par le CNDN, mais maintenant il nous faut aussi... Lancé depuis quelques années dans la région de Matam avec comme opérateur principal l'USE, le programme national ne servait jusque-là que de la farine enrichie aux enfants malnutris. Mais à partir de Bokidiawé, un kit alimentaire vient désormais intégrer le dispositif avec cette première phase qui concerne les 270 enfants. Alors, nous avons hier débuté par la formation des acteurs communautaires qui devront prendre la main sur tout ce qui est formation, approche, développement même peut-être d'autres supports qui pourraient nous être apportés pour améliorer le contenu. Donc nous avons bon espoir que ces relais communautaires-là, ces acteurs communautaires seront derrière nous et consolideront les acquis. Le contenant de ces kits-là a été travaillé par l'ensemble des partenaires qui sont encore l'État, l'UNICEF, le ministère de la Santé, le Conseil national de développement de la nutrition et puis d'autres acteurs, parties prenantes en fait du développement de la petite enfance. Une nouvelle collaboration dans le cadre de la lutte contre la malnutrition dans la région de Matam qui fait que la cellule régionale décide désormais de dérouler des activités intégrées pour mieux sauver les enfants malnutris de la région. Merci Ali. La Société nationale à loyer modéré SNHLM organise des journées portes ouvertes. Objectif, montrer les réalisations de la Société nationale, une démarche en droite ligne avec les politiques de recherche de solutions significatives aux problèmes liés au logement. Compte rendu Fatou Bintou Conté et Diafaraba. La Société nationale d'habitation à loyer modéré, la SNHLM, s'ouvre au public. Une journée portes ouvertes sur 3 jours pour permettre aux Sénégalais de mieux connaître cette figure historique de l'immobilier. L'organisation de ces journées portes ouvertes traduit l'intention de cette figure historique de l'immobilier au Sénégal d'apporter une contribution significative
aux problématiques liées au logement. À cet effet, un plan stratégique de développement a été mis en place par la SNHLM qui va contribuer à résorber le déficit de logement. De ces projets et programmes de l'État visant tous à résorber le gap de logement, la SNHLM, considérée comme un des acteurs majeurs du logement au Sénégal, est fortement attendu. Dès lors, l'État, dans sa contribution pour booster ce géant de l'immobilier à construire plus d'habitat social, lui a attribué des fonds. Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a déjà mis à la disposition de la SNHLM ces 2 dernières années des fonds d'un montant de 17 milliards 200 millions de francs CFA pour l'accompagner dans ses projets. Le sens qu'il faut donner à l'affectation d'une superficie de 50 hectares à Sébikotane. Avec un objectif de 100 000 logements, la SNHLM compte d'ici à l'horizon 2026 réduire drastiquement le déficit de logements au Sénégal. Et puis, littérature, on en vient à notre rubrique Les Bonnes Feuilles de la rédaction, version Festival de Cannes. On s'intéresse à l'ouvrage Ousmane Sembène, le fondateur, une initiative des éditions Vive Voix en partenariat avec le Fonds d'archives africain pour la sauvegarde des mémoires. Note de lecture, Ibou Diouf. Ce livre est une tentative de contribution à travers les regards de cinéastes, de professionnels et d'intellectuels. Certains ont connu Sembène Ousmane et témoignent avec une acuité certaine. D'autres témoignages sont ceux des jeunes qui se saisissent de son travail pour l'explorer avec des yeux du présent et l'enrichir avec un regard moderne. Sembène, j'ai une double relation. Il y a le professionnel qui travaille sur cet homme depuis 2 ans. Je suis habitée par le personnage pour faire ce livre, qui est un livre en fait de différentes contributions, un livre fait de collectes, d'interviews, de témoignages, d'archives. Et je suis aussi également assez touchée parce qu'il y a la dimension personnelle. Comme j'ai dit, j'ai été sur les traces de mes pères, sur les traces de mon père pour faire ces ouvrages. Dans ce livre sont évoqués le cinéma de Sembène Ousmane, son esthétique et sa puissance symbolique, son travail visuel et le prolongement de son travail d'écrivain. Si vous feuilletez le livre, vous verrez qu'on a des contributions extraordinaires. On a des grands jeunes auteurs qui participent. Racine Damba, Elgaz, Amidou Anne. On a une super préface de Mbougarsar, on ne le remerciera jamais assez. Et puis on a effectivement Daïra Liglo, des professionnels du cinéma qui ont contribué à ces ouvrages. Ça nous permet d'avoir dedans des contenus un peu, on va dire, un peu scientifiques. Un ouvrage pour explorer les dimensions du militant politique, de critique sociale, d'artistes majeurs, de cinéastes émérites que beaucoup qualifient de pères du cinéma africain. Des thèmes traversent le texte liés à la décolonisation, le panafricanisme, le communisme, la rage de la liberté et le refus des assignations. Ça nous permet d'avoir dedans des contenus un peu, on va dire, un peu scientifiques, pointus, précis, tout en ayant des témoignages plus légers. On a réussi à garder un équilibre pour ces ouvrages. L'héritage Sembène aussi. Pour préserver l'héritage des pionniers, cette collection était extrêmement importante. En fait, nous, on travaille vraiment à la collecte d'archives et d'éléments pour valoriser en fait notre patrimoine et surtout le transmettre. Ce livre peint le destin exceptionnel d'un autodidacte devenu maître des images, d'un artiste qui a expérimenté excessivement la marge d'une figure complexe et d'un membre révolté. Merci Ibou. Et puis en sport, assemblée élective de la Fédération sénégalaise de basket, maître Babacar Ndiaye souhaite rempiler à la tête de la fédération. Il veut clairement un 3e mandat, gagner un afro-basket, professionnaliser le championnat, entre autres objectifs que se fixe le candidat Cheikh Sadibou Diarra. À 2 jours de l'élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de basketball, le candidat maître Babacar Ndiaye affiche ambition et confiance, une sérénité qui passe par la présence à ses côtés d'anciens internationaux ou champions d'Afrique, d'Aya Pouy à Gorgui Sy Dieng, en passant par Adama Diakhaté. Vous avez des anciens gloires, anciens internationaux, mais ils sont dans les clubs, mais c'est des internationaux qui acceptent d'aller en club pour travailler. Ils ont droit au chapitre et ils seront à l'Assemblée générale. Mais c'est ça aujourd'hui nous ce qu'on veut. Mais vouloir venir directement à la fédération sans passer par les clubs,
Vraiment, nous pensons que partout dans le monde, l'ensemble, les fédérations sont élues par les clubs. En course pour un troisième mandat, le président sortant se fixe plusieurs objectifs. La reconquête du titre chez les garçons, c'est important. Faire également en sorte que le basket soit professionnalisé. Parce que, vous le savez, nous payons plus que le football en termes de salaire. Et le football est professionnel. Au basket, actuellement, vous avez des salaires de 1 million. Une première division d'élite qui va peut-être être constituée par 8 équipes professionnelles. Créer une deuxième division d'élite égale sous forme de 2 conférences, de 10 équipes par poule. Ça va nous faire en fait une deuxième division d'élite de 20 équipes. Et maintenir ce format-là, la massification, à travers la création d'une 3e division. Un projet également qui me tient à cœur, la construction d'un siège pour la Fédération sénégalaise de basket. Actuel capitaine de l'équipe nationale masculine, Gorgui Sidien affiche son soutien à Maître Babacar Ndiaye. N'empêche, il appelle à l'union sacrée autour de l'essentiel. Les affaires de mandat ne sont pas prioritaires à mes yeux. Je suis pour le basketball sénégalais. Raison pour laquelle j'invite tous les acteurs de la balle orange à former un bloc pour son développement à l'issue de l'élection. Le président de la Fédération sénégalaise de basketball sera connu ce samedi 27 mai. 2 candidats sont en lutte pour le poste. Le président sortant et son challenger, Mamadou Pathé Keïta. Merci cher. Et puis en football, Coupe du Monde U20, la France s'incline devant la Gambie. La France s'incline devant la Gambie, 2-1. La Gambie a battu la France donc comme le Nigeria. Les Gambiens sont donc qualifiés en 8e de finale. Les tricolores en revanche enchaînent leur 2e défaite de la compétition. Le Sénégal reste dans la course. Les Lionceaux affrontent la Colombie déjà qualifiée samedi prochain. Les joueurs regrettent leur manque de réalisme hier. Là, ils promettent de rectifier le tir samedi face à la Colombie. Nous les écoutons. Un match nul regrettable parce que je pense que vraiment ce match-là on pouvait le gagner. Mais comme on dit, c'est des jeunes joueurs encore, il ne faut pas trop les vouloir. Il faut corriger et préparer dès à présent cette prochain match qui sera une finale et une match capitale pour nous. On méritait plus, voilà. On pouvait gagner le match tranquillement parce que comme les gens disent, comme le coach disait tout le temps, maintenant il nous manque de réalisme. Plus, parce que là, ça reste, c'est une finale et on espère le gagner, Inch'Allah. Voilà, on croise les doigts pour samedi. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec le président Doudou Wade et Binta Diallo. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.